Bon vendredi tout le monde et bienvenue au dernier show du vendredi de la saison. Ben oui, on est déjà en mode slow news day, puis l'été est arrivé. Il n'est pas à nos portes, il est carrément arrivé. Fait que bien évidemment, comme vous allez peut-être le voir cette semaine, on a nos dernières interventions de nos intervenants dans toute liberté qui font toutes leurs dernières de la semaine, malgré qu'il va y avoir deux autres épisodes qui vont rester, celui de José Soucy mardi prochain et également notre mairesse Luce Dano jeudi prochain. Donc, c'est la dernière mouture du show du vendredi pour cette saison. On va revenir bien évidemment à l'automne quand les En toute liberté vont recommencer. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, moi, j'ai quand même eu du plaisir à présenter ce nouveau contenu-là. Puis je sais que plusieurs sont désormais habitués de nous écouter à chaque vendredi. Peut-être une petite annonce avant de partir sur les extraits de cette semaine. Le show du vendredi va être remplacé par un live de pop culture / gaming avec moi et Samuel Rasmussen qui va s'appeler le Debug, qui va commencer vendredi prochain, le 14 juin, en soirée. L'heure reste à déterminer. En fait, c'est qu'on va gamer ensemble dans un MMORPG et on va répondre aux questions des auditeurs sur à peu près n'importe quel sujet que ça vous tente. On est là pour chiller, c'est l'été, pourquoi pas, c'est Slow News Day, fait que joignez-vous à nous pour la première épisode du Debug la semaine prochaine. Donc, pour notre show du vendredi aujourd'hui, on commence avec Jacinthe Ève Harel qui, pour sa dernière chronique de la saison, on réagit à une vidéo de Madame Sonia Bélanger, députée de Provo et ministre québécoise des aînés, qui nous dit que hey, faut être fier là, de vieillir au Québec, là. C'est le fun, là. On dit souvent que ça prend un village pour élever un enfant, mais il faut une société entière, une communauté mobilisée pour accueillir à bras ouverts le vieillissement de la population. J'ai 68 ans. J'ai 56 ans. 63 ans. 67 ans. 69 ans et j'en suis très fier. Félix Leclerc disait « Ne regrette pas de vieillir, c'est un privilège refusé à beaucoup. » C'est un privilège de vieillir. C'est un des plus grands privilèges. De voir naître ses petits-enfants, de les voir grandir. C'est accumuler les souvenirs. La richesse de l'expérience, des connaissances, la curiosité. De faire beaucoup de sport. De rester actif. Avec ma famille, mes enfants, ma conjointe et mes amis. Profitons de la belle nature. Le plaisir de vivre. Partager cet amour inconditionnel. Vieillir au Québec, c'est connaître encore plus de gens. C'est mon beau-père puis ma belle-mère. C'est de plus en plus de centenaires actifs dans mon comté. Ceux et celles qui ont bâti le Québec d'aujourd'hui. Vieillir ne me fait pas peur. Parce que chaque jour qui passe me permet d'en apprendre davantage sur moi. Encore plus de livres à lire. Moi, je pense que l'âge, c'est juste un chiffre. J'ai bien l'intention de profiter de ce privilège-là encore très longtemps. Et embrasser avec fierté le chemin parcouru avec force et sagesse. Fier de vieillir? Pourquoi pas? Je suis fière de vieillir. Je suis très fier de vieillir. Fier de vieillir. Vieillir au Québec. Ensemble, nous allons réussir à faire en sorte de bien vieillir et vivre ensemble. Parce qu'on va tous y arriver à vieillir fièrement. Finalement, c'est pas mal agréable de vieillir au Québec. Et franchement, autour de moi, ça abonde les exemples qui démontrent qu'on est dans une société où tous ne peuvent pas vieillir dans la dignité puis vieillir avec fierté. Alors franchement, je trouve ça outrageux de faire une vidéo comme ça. Et j'en ai fait une publication même sur X en mettant des chiffres à l'appui qu'on va regarder ensemble. Mais j'espère qu'il y aura beaucoup de visibilité pour cette publication-là. Pas pour ma propre visibilité, mais pour qu'on prenne conscience des chiffres. Et ce que je disais dans ma publication, c'est que attendre 6 mois quand on est vulnérable avec un état de santé fragile, c'est pas la même chose. C'est pas le même 6 mois que quand on est en pleine possession de ses moyens. Donc, toi puis moi, on est sur une liste d'attente de 6 mois, d'1 an, 2 ans, parce que parce que ça n'a pas le même impact qu'une personne de 80 qui commence à avoir des difficultés cognitives, des pertes cognitives importantes, des pertes de capacité physique, qui se ramassent avec des troubles de santé qui s'aggravent. C'est pas le même 6 mois du tout. Alors, j'ai interpellé Christian Dubé puis Sonia Bélanger, mais j'aurais pu interpeller l'ensemble des élus qui figurent sur cette vidéo, à laquelle j'aurais refusé de participer, même si je faisais partie de ce gouvernement-là. Si j'étais une élue de la CAQ, on me disait, tu vas faire ça, j'ai un petit malaise à aller demander à d'autres collègues. Moi, je peux pas associer mon nom avec la fierté de vieillir au Québec en connaissant mes chiffres comme faux. Et ce que je leur dis, c'est que cette vidéo-là est complètement déconnectée du vrai monde, des vrais enjeux et de vos responsabilités face à des chiffres, témoignent d'humains nécessitant des soins. Et franchement, j'invite ces députés-là à regarder les chiffres qu'on va regarder ensemble avec leur cœur plutôt qu'avec leurs yeux de privilégiés en santé. Franchement, là, c'est ça. J'ai l'impression
l'impression que ces gens-là sont dans une bulle complètement à l'abri des personnes les plus vulnérables, des personnes les plus malmenées par notre système, les plus laissées pour compte. J'ai l'impression qu'ils vivent complètement dans une bulle à l'abri. Et c'est sûr, on je l'ai dit souvent, hein, mais le personnel politique dans les cabinets, quand il veut garder son emploi, quand il veut même éventuellement avoir l'accès à des promotions au sein des cabinets, mais aussi par la suite pour les petits coups de pouce qu'on peut avoir quand on quitte les cabinets pour avoir des belles possibilités d'emploi, des beaux placements vers des postes intéressants, ben c'est important de flatter l'ego des élus et de leur dire qu'ils sont bien bons, qu'ils sont bien fins, puis finalement, on se ramasse avec des cabinets politiques remplis de personnel et même en dehors des cabinets, là, mais les gens qui disent aux élus qu'ils sont donc bien beaux, qu'ils sont donc bien fins, puis que c'est donc bien bon ce qu'ils font, rappelez-vous toujours qu'ils le font pas parce que ces élus-là sont nécessairement respectés et respectables, mais ils le font à cause de la fonction qu'ils occupent. Alors, parce que la personne est dans une fonction importante et qu'elle pourrait avoir une influence importante sur notre carrière, sur nos avancées, sur nos agendas professionnels, nos agendas d'entreprise, ben, on est gentil avec ces gens-là parce qu'on souhaite se faire ouvrir des portes ou avoir éventuellement une écoute sur certains enjeux. Ça va de même avec les chambres de commerce, les fédérations de chambres de commerce. Nommez-les l'ensemble des acteurs dans la sphère publique qui flattent les égos des élus. Pas parce que ces élus-là sont nécessairement très respectés ou très fins ou très appréciés. Ils se font flatter l'ego parce que ça permet peut-être éventuellement d'avoir des faveurs. Mais ça place tous les élus dans une espèce de bulle où ils pensent qu'ils sont très appréciés, qu'ils font des choses remarquables, alors que dans les faits, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont le courage, puis l'audace, puis le caractère de leur dire « Hey, ça va pas, là, ça va pas. Avant de mettre en ligne cette vidéo-là, on va s'arrêter 2 instants, on va aller voir nos chiffres. Est-ce que les gens au Québec peuvent vraiment vieillir avec fierté? Est-ce que tous les Québécois peuvent vraiment vieillir dans la dignité? » Pour sa dernière de la saison, le docteur Karim El Ayoumi sort de son côté médical et rentre dans l'analyse politique. Il porte son chandail de président de la commission politique du Parti conservateur du Québec et il analyse avec moi c'est quoi l'électeur typique du PCQ. C'est qui vote pour le PCQ exactement? C'est quoi ses intérêts? Tu sais, quand tu regardes... Tout le monde le sait, Karim, c'est un homme de 65 ans, blanc, hétérosexuel, anti-vaccin et suprémaciste blanc d'extrême droite. Tout le monde sait ça. Oui, c'est ça. Quand tu regardes, là, parce que, puis là, il peut y avoir des biais aussi dans l'analyse, parce que ça dépend de quelle façon tu fais ton analyse, mais celui que son premier choix est définitif, OK? Celui qui a le PCQ comme premier choix, plutôt. Pas que celui que son premier choix est définitif, mais celui qui a le PCQ comme premier choix. Ça, c'est à peu près... autour de 10 %, OK? C'est une base solide, OK? Vraiment la base solide, c'est autour de 10 % à peu près. C'est quoi son deuxième choix? Il n'y en a pas. Ben, c'est bon, non, mais c'est aussi clair que ça. Il y en a un, mais c'est ne pas voter. Ça, j'allais dire, je suis aucunement surpris parce que justement, souvent, c'est des antisystèmes. Puis souvent, justement, la vision du PCQ est tellement directement opposée, est tellement différente de toutes les autres partis à l'Assemblée nationale ou en politique québécoise en général que je suis aucunement surpris. Hein. Surtout qu'il y a un parti libéral qui est plus libéral. Là, fait que, tu sais, ça aide beaucoup, j'ai l'impression. Exactement. Donc, c'est sûr que si tu avais un parti libéral, mais le Parti libéral n'a jamais vraiment été un parti libéral classique. Donc, c'était parti de l'économie social-démocrate. Genre, on est gauche, mais on fait moins chier les entrepreneurs que les péquistes. Très bien résumé. Mais celui qui vote PCQ, il est content de voter PCQ en ce moment, mais c'est à peu près, c'est juste 10 %, OK? Et par contre, ses caractéristiques, c'est que son deuxième choix, c'est de ne pas voter. Il menace régulièrement de ne pas voter. Il est susceptible, il est méfiant. Et le but, c'est, faut que tu satisfasses cet électeur-là si tu veux le garder, OK? Il n'est pas acquis. Il n'est pas du tout acquis. C'est-à-dire, il n'est pas intéressé par les autres partis. Il ne veut pas se faire causer par les autres partis. Il n'aura pas voté pour le PQ. Encore, il ne veut rien savoir de Québec solidaire. Puis la CAQ, ça l'intéresse en lui. Il n'a pas aimé ce qui s'est passé dans les dernières années. Il doit y avoir beaucoup de CAQ là-dedans aussi. Fait que c'est sûr et certain qu'ils ne retourneront pas à CAQ. C'est ça. Qu'est-ce qu'il veut entendre parler? Il veut entendre parler. Puis là, ce qui va être intéressant, c'est après ceux qui ont deuxième choix, ceux qui ont troisième choix. Ouais, ça, je suis curieux. Ça va être intéressant. C'est là que tu vas voir que les stratégies politiques sont vraiment pas évidentes. Hein?
il veut entendre parler beaucoup de libertés individuelles. Je vous apprends rien, OK? Ça, c'est plus, là. Mettons que tu mets des plus, là, c'est plus. Il veut vraiment entendre parler de ça. Il veut moins de gouvernement. Il accepte les responsabilités individuelles, OK? Il veut prendre plus de responsabilités. Il comprend que la liberté vient avec des responsabilités. Ça, c'est assez clair. Pour lui, le nationalisme, de façon générale, il trouve que c'est assez négatif. Je te dis pas que c'est mon point de vue, là, mais je te dis de façon générale, il trouve que l'idée du nationalisme est quelque chose d'assez négatif, OK? C'est quelque chose qui divise plus qu'il rassemble, c'est quelque chose que, autrement dit, il n'y a pas de problème avec une diversité culturelle, il n'y a pas de problème avec une diversité linguistique, ce qui ne veut pas dire qu'il ne veut pas de langue française, qu'il ne veut pas là, de bonification de la langue française. On a tellement une vision distordue. T'sais, le nationalisme québécois dans la politique actuelle, c'est automatiquement lié à la centralisation, à justement l'État-providence et tout, alors que je pense qu'une bonne partie de ce 10%-là, je suis prêt à gager qu'il y en a une majorité qui sont nationalistes, en fait. Mais pas dans la définition que je viens de dire, mais dans le nationalisme classique qui n'est pas hijacké, social-démocrate, pro-État à côté. Je peux vraiment la version nature, si je peux dire, du nationalisme, là, par définition. Là. Mais c'est ça. Je peux comprendre le sentiment. Donc, il y a un sentiment, quand tu lui parles de nationalisme, tu prononces ce mot-là, il est rebuté. OK? Mais ça ne veut pas dire que dans la définition plus profonde, parce que toi, tu réponds quand même à cet auditeur-là, puis je sais que tu es nationaliste. OK? Mais c'est pas tout le monde, monsieur, madame, tout le monde qui est un geek de politique comme toi, puis qui va faire une nuance entre bien des 1000 nuances de gris entre telle forme de nationalisme et telle forme de nationalisme. Le nationalisme, ça peut passer d'un nationalisme plutôt très mou au national-socialisme. Là. Tu sais, je veux dire, tu as comme des extrêmes et toutes sortes de nuances entre les deux. Mais quand tu lui parles de ça, ça ne l'intéresse pas trop. OK? Maintenant, il veut rien savoir de 21 et 96. Les lois 21 et 96, il veut rien savoir. Il veut dire, écoute, là, c'est ça, là, c'est pas moi qui dis, c'est pas moi qui le dis, là. Il veut rien savoir des lois 21 et 96. Il veut payer moins d'impôts, moins de taxes. OK, ouais, ça, on comprend. Il est très intéressé par l'énergie. Il veut pas de décroissance, certainement pas, mais il veut pas se priver d'énergie non plus. Il considère que c'est le rôle du gouvernement d'entreprendre des projets pour qu'il y ait plus d'énergie, que ce soit l'hydroélectricité, la filière nucléaire, le gaz naturel, mais ce n'est pas en diminuant la consommation d'énergie. Il veut rien savoir de la diminution de la consommation d'énergie. Et quelque chose qui m'a surpris, par exemple, rien de tout ça n'était surprenant, mais une des choses les plus importantes, c'est la réforme du mode de scrutin. Oh! Ouais, ça m'a surpris. OK? Dans l'analyse, là, ça m'a grandement surpris. Ça en a marqué plusieurs, j'ai l'impression, le résultat de 2022. Hein? Ouais, on peut dire que c'est pas surprenant, mais d'un autre côté, pourquoi ça m'a surpris? C'est parce que c'est pas si populaire que ça, la réforme du mode de scrutin, même au congrès. Puis c'est là qu'il faut que tu fasses la différence. Hein? Les gens qui se présentent dans des congrès, qui sont des délégués, sont souvent plus des geeks de politique. Il faut s'entendre. Oh, c'est les plus craqués. Par rapport à l'électeur moyen. Au congrès, ça n'a pas été un score bolchevique là, pour faire passer la réforme du mode de scrutin. Même, tu avais beaucoup de monde qui disait ça m'agréait là quand même. Donc, tu voyais parmi les geeks de politique, ça faisait vraiment, du parti, ça faisait vraiment, mais vraiment pas l'unanimité. Puis, quand même, à travers la structure du parti, j'en connais plusieurs qui se rallient beaucoup plus à l'idée de Christian Dufour, qu'un modèle parlementaire britannique est plus stable. Non seulement il permet d'avoir des gouvernements majoritaires, mais en plus, il permet de faire en sorte que c'est plus difficile de clairer que c'est plus facile de clairer un gouvernement puis d'en avoir un nouveau. Parce que si tu fais trop d'alliances, à un moment donné, tu claires un gouvernement, mais c'est les mêmes alliances qui se reforment. Donc, tu peux être pris pendant des décennies. L'argument de Christian Dufour est super bon par rapport à ça, mais il y a quand même des nuances à amener par rapport à l'argument de Christian Dufour. Puis peut-être qu'avant de passer à la sous-catégorie qui ont le PCQ comme deuxième choix, ce serait intéressant de discuter là, rapidement du sujet par rapport à la réforme démocratique, parce que je sais qu'il y a comme une dichotomie entre l'électeur du PCQ, qui pour lui, là, si tu fais des stats, ça c'est indispensable pour lui, la réforme du mode de scrutin. Par rapport aux geeks de politique et aux gens dans la structure du parti qui sont assez mitigés, et plusieurs sont plutôt de l'avis de Christian Dufour. C'est assez intéressant cet aspect. Veux-tu mon analyse à deux scènes là-dessus? Moi, j'ai plus l'impression, puis regarde, j'assume qu'il y en a qui veulent vraiment la méthode la réforme du mode de scrutin, puis ils ont beaucoup pensé à ça, puis c'est bien correct, là. Mais je pense que la majorité
majorité, justement, vu le résultat puis la distorsion démocratique qu'il y a eu en l'élection de 2022, puis le fait que, justement, le PCQ n'est pas représenté à la Sénat présentement, je pense que la majorité de ceux, justement, qui veulent vraiment pousser ça, sont plus du genre, voici le moyen que ça prend pour que le PCQ soit à la Sénat, parfait, on est pour ça. C'est juste, tu sais, comme on dit en anglais, a means to an end, là. Tu sais, c'est juste que, OK, ça prend ça pour que le PCQ soit à la Sénat, puis je suis représenté, parfait, go for it, là. Tu sais, l'analyse longue de, ça prend la réforme démocratique pour que les gens soient représentés. Ils sont comme, non, c'est mon parti, je vote pour lui, il n'est pas présenté, ça prend quoi pour qu'il soit présenté? Il y a cette prochaine loi-là, réforme du mode de scrutin pour qu'il y ait des sièges la prochaine fois. Parfait, je suis d'accord. Je pense qu'une majorité, c'est plus l'analyse se termine là, au-delà de j'ai fait mes devoirs, puis j'ai vraiment analysé nos systèmes parlementaires et j'ai fait une réflexion profonde sur le sujet. Je pense que c'est vraiment plus là. Il y en a, je sais pas qu'il n'y en a pas, mais je pense que vraiment, pour la majorité, c'est juste vraiment, c'est ça, a means to an end, selon moi. De son côté, Maître Jonathan Poulain voulait faire le bilan de la CAQ pour sa dernière chronique de la saison, puis expliquer qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, qu'est-ce qu'ils ont fait de bien, si c'est arrivé. Et finalement, comme session parlementaire, ça a-tu valu la peine? C'est une belle occasion de faire un bilan parce que tu étais là en fin de semaine. J'ai fait un petit rassemblement. Merci de t'être déplacé. Brave qui est jusqu'en Beauce. Mais c'est une des choses que je disais. Hein, j'ai dit, il y en a qui vont trouver que ça va vite ou pas assez vite, mais on est déjà à mi-chemin. Hein, ça fait déjà 2 ans. Dans 2 ans, on a les 2 pieds en campagne électorale. Là. Alors, j'ai dit à la blague, j'ai dit, une des choses qu'on m'a dit le plus durant la campagne électorale, outre, t'es le gars à qui? Parce que ça, c'est elle qui a gagné le palmarès. Mais c'est, et surtout sur les gens qui avaient l'intention de voter pour la CAQ, souvent, ce qu'on me disait, c'est « Ouais, mais on a le goût de leur donner une deuxième chance. Il y a eu la pandémie, ils n'ont pas été chanceux ou ils n'ont pas pu gouverner ou appliquer leur politique. » Évidemment, vous comprendrez que je n'étais pas dans ce discours-là, mais ça, je l'ai entendu. Je l'ai entendu très souvent, puis ça explique pourquoi la CAQ a gagné à plusieurs égards. Puis quand leur slogan était sorti « Continuons », moi, je pensais que c'était une blague au départ. Je disais, ça n'a pas de Christy de bon sens. Mais force est de constater que ça avait une résonance chez plusieurs personnes. Cette mentalité de dire, il faut continuer, il faut au moins avoir la chance d'appliquer notre programme. Alors là, ils l'ont eu, là. Ils sont dedans, là. Ils comprennent là, que tu les écoutes, puis ils blâment encore le Parti libéral, là. Ça, c'est capoté, pareil, là. Un peu plus, puis ils blâment l'Union nationale, là. C'est ça. Je dis, voyons, à un moment donné, les gens qui écoutent ça, ils se disent, c'est quoi cette affaire-là? Ça fait 6 ans qu'ils sont là. Ils ont une ultra majorité. Ils ont vraiment les coups des franges pour appliquer leur politique, ce qu'ils veulent. Puis je pense que ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, il n'y en avait pas tant de politique à mettre en œuvre. C'est un gouvernement qui gère par sondage. Ouais, gouvernement girouette, c'est que aussi que le vent tourne, on tourne par là. Puis au début aussi, il était, je me rappelle, parce que j'étais dedans un peu, là, puis il disait, au début, on est un gouvernement pragmatique. Là, on pense que c'est... C'est pris par quelqu'un, ça, je pense. Ouais, j'allais dire, mais non, c'est pas QS qui a inventé ce mot-là. À l'origine, c'est la CAQ qui s'en servait. Mais là, c'est QS qui s'en sert de cet incite. Mais c'est ça. Puis là, il dit, non, on est pragmatique. Mais non, c'est sondage après sondage, on vire d'abord. Même des fois, on vire complètement à 180 degrés sur nos propres politiques, on s'en crée. La cohérence puis la cohésion, zéro but de bord. C'est ça, c'est vraiment spécial. Puis je pense que c'est ça qui va leur avoir fait le plus mal en bout de piste, parce que ça peut arriver des fois que tu recules sur une décision, mais quand c'est constamment ça, à un moment donné, quand l'étiquette de girouette commence à pogner, ou je voyais l'opposition qui disait qu'il était brouillon, le premier ministre, quand ces étiquettes-là commencent à coller, c'est dur après ça de s'en départir. Puis je pense que ça paraît dans les sondages. Puis parlant de sondage, moi, une des choses, c'est pas qui m'inquiète, mais qui me désole du fait que le PCQ soit quand même assez bas, qu'il n'y ait pas beaucoup de fluctuations, quoi qu'il reste encore 2 ans, mais c'est que, à la dernière élection, il y avait vraiment une peur du PCQ dans la grande région de Québec, à un point tel que la CAQ, encore une fois, qui se gouverne par les sondages, est venue piger à 2 mains, à plusieurs égards, dans les propositions du PCQ, dans la plateforme électorale. Moi, je m'en lamente pas, là. Je veux pas avoir la paternité des politiques publiques dans la mesure où elles sont appliquées. Souvenez-vous, baisse d'impôts, 3e lien, à l'époque, qui était favorable, souvenez-vous. On va enfin le faire, puis il y avait des députés qui ont mis le siège en jeu, puis que, dernière goutte de mon sang. La question de l'ordre, le monde y croyait encore, tu sais. Puis ensuite, on va faire des hôpitaux privés à Montréal pour. Ça, c'était toutes des idées qui venaient essentiellement de PCQ. Alors moi, ça, c'était une bonne nouvelle. Maintenant, on voit qu'avec la montée du Parti québécois, là, la CAQ a fait un virage tout à gauche. C'est dans la langue française, puis
l'assimilation, puis la Louisiane, puis le chef du PQ a décidé qu'il se mettait à parler du temps d'écran chez les jeunes. La CAQ en fait un congrès. Je veux dire à quel point ils sont obsédés par ce qui se passe au PQ. Alors pour moi, c'est un peu désolant qu'on soit plus bas, c'est qu'on perd un peu à court terme, du moins, l'influence qu'on a sur les politiques publiques du gouvernement. C'est ça que je parlais avec Karim hier dans Autant toute liberté, puis il me disait ça, c'est ça, il dit moi, je veux que la CAQ, il dit remonte un peu, parce que justement, il dit quand la CAQ remonte, il dit le PQ baisse. Puis il était d'accord parce que justement, on veut que la CAQ puis le PQ dans plusieurs comtés soient vraiment nez à nez pour que justement nous autres au PCQ, on puisse se faufiler entre les deux. T'sais. Dans ton cas, je sais que même si le PQ a augmenté un peu, je pense que dans ton cas, ça risque de pas changer grand-chose. Là. Tu risques de passer pareil avec Olivier, il n'y a pas de trouble. C'est des comtés plus sûrs. Mais tu sais, en général, c'est ça, c'est qu'on veut vraiment, surtout dans la région de Québec, je pense que c'est vraiment la division du vote entre CAQ et PQ va faire qu'il y avait peut-être une possibilité d'un faufilage pour la troisième candidature. Là. Ben, c'est sûr que le Québec est loin d'être homogène. Là. Alors, les luttes vont être différentes tout dépendamment des coins du Québec. Puis je vous dirais que dans les circonscriptions comme la mienne ou en région, là, je comprends qu'on s'énerve avec des Québec 125 et tout ça, mais c'est des sondages qui ne prennent pas en compte l'individu qui se présente. Et en région, ça a de l'importance, hein? Les candidats et les candidates qui mettent le face sur le poteau. Quand les élections sont serrées, là, ça peut faire toute qu'une différence. Fait que c'est sûr que ça va être à suivre. D'ailleurs, depuis que le Parti québécois existe, dans Beauce-Sud, il n'a jamais eu de député du Parti québécois. Alors, clairement, c'est pas la circonscription sur laquelle ils vont miser. Non, puis j'ai l'impression qu'à part le West Island, puis je pense que c'est ça, c'est que si le PQ prendrait tout le reste du Québec, il resterait le West Island puis la Beauce qui serait Beauce-Sud. C'est fort probable, mais tu sais, en même temps, tu regardes leur proposition, puis à plusieurs égards, ça ne fit pas. Tu sais, nous, on est limitrophes avec les États-Unis, on a une douane, là, je veux dire, avec les États-Unis. Tu sais, nous, c'est le royaume de la PME, on fait affaire avec les États-Unis. Les gens savent à quel point c'est important, tu sais, de se débrouiller en anglais sans nécessairement régner ou perdre son français. Là. La réalité ne fit pas avec ce qu'ils proposent. Fait que, tu sais, c'est là que ça va être intéressant, de voir, puis qu'on voit François Legault de manière désespérée essayer de renchausser Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, parce que lui, il aimerait bien ça, pouvoir se battre avec Gabriel Nadeau-Dubois, plutôt que se battre contre PSPP d'un bord ou Éric Duhem de l'autre. Le prochain extrait d'un demi-bulletin de nouvelles, normalement exclusif au Patreon de Yann et Frank, parlait de Sophie Durocher et de sa fameuse chronique qui souhaite désormais qu'on laïcise l'entièreté des funérailles nationales, peu importe les dernières volontés des défunts à qui ils participent. Ça va pas bien. Voilà. Alors, écoute, ça fait 12-13 ans que j'écris maintenant dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. C'est une des, si ce n'est la chronique qui a provoqué le plus de réactions en termes de volume, de courriels que les gens m'envoient et aussi même une réaction de la part de quelqu'un de très haut placé au gouvernement qui a pas tellement aimé ma chronique. Yeah, no shit, Sherlock! Alors, je vais résumer ma pensée. Écoute, on ne peut pas être un gouvernement laïque, donc qui croit à une séparation entre l'État et la religion et travailler main dans la main avec l'archidiocèse de Montréal pour organiser des funérailles. On ne peut pas diffuser à la télévision une cérémonie religieuse où on voit des gens communier et Monseigneur Lépine qui tient un discours religieux en citant les évangiles si c'est le gouvernement qui a organisé et payé pour ces funérailles-là. Ça n'est absolument pas un commentaire sur la famille de Jean-Pierre Ferland qui souhaitait que les funérailles soient religieuses. C'est simplement que dans l'appareil de l'État, il y a deux options. Il y a l'option de l'hommage national, comme il y a eu pour Lise Payette et pour Carl Tremblay, des cérémonies entièrement laïques, et il y a l'option funérailles religieuses. Moi, ce que je dis dans ma chronique de ce matin, c'est qu'en toute logique, pour poursuivre ce processus qu'on a engrangé il y a plusieurs années au Québec avec la déconfessionnalisation et ensuite avec la laïcité, dans cette logique-là, on devrait l'amener jusqu'au bout et créer une seule catégorie d'événements. Toutes les funérailles nationales au Québec, toutes les funérailles d'État devraient être laïques. Ah ben mon vieux, pour ça comme pour le reste, on n'est pas à la hauteur de la légende. Alors, je reviens à cette personne du gouvernement
gouvernement qui n'a pas aimé ma chronique, ce n'était pas le rôle du gouvernement de dire non aux demandes de la famille et ce n'est pas nous qui avons imposé une cérémonie catholique. Je comprends, mais c'est pas ça que je disais dans mon article. Ce que je disais dans mon article, c'est que en toute logique, un gouvernement laïque ne devrait même pas proposer aux familles, quelle que soit la volonté de la famille, la possibilité d'avoir des funérailles religieuses. Hey, sacrement, on s'en va où, là? Ça va être le gouvernement qui va décider c'est quand tes funérailles, c'est quoi ton cercueil, quel jour qu'on t'enterre, puis si on met ou non dans le buffet des sandwichs pas de croûte? Fuck this shit, I'm out. Ça, là, c'est exactement ce qu'a décrié Christian Dufault dans notre podcast. Et moi, ce que je prétends, une des faiblesses du Québec, c'est qu'on a beaucoup trop renié le Canada français d'avant 1960. C'était honteux. Tu sais, entre l'échec de la rébellion des Patriotes en 1837, 1838, 1900, ces 120 ans-là, c'était pas juste des colons réactionnaires. Il y avait des gens valeureux, ils ont laissé des beaux édifices, on a hérité d'eux. Pour qui le Québec, la Révolution tranquille, s'est-il pris pour cracher à ce point-là sur ce qu'il y avait avant? Et moi, je prétends que c'est pour ça que la souveraineté n'a pas marché. Le chef du Bloc québécois, qui a écrit, qui a dit « Je me suis posé la même question, dans le fond, que Sophie Durocher. » Lui aussi, exactement comme toi, pourquoi ces rituels religieux dans une société qui ne l'est plus? Et là, je suis allée voir plus bas, Christine Saint-Pierre qui avait répondu, elle disait « Lorsque le gouvernement offre des funérailles nationales, tout se fait en collaboration avec la famille. Certes, mais ce que tu proposes, c'est si vous voulez des funérailles nationales, elles seront laïques, point. » Il y a une trop grande partie des élites politiques et intellectuelles qui ont décollé, qui se sont éloignés du peuple. C'est qu'ils ont oublié que le Québec était resté plus canadien qu'ils voulaient bien le voir. Le monde ordinaire, là, était plus... Donc, ça faisait que le projet souverainiste manquait d'assises historiques. Et ce que je propose, c'est le modèle français. Et dans le modèle français, pas dans tous les cas, mais la plupart du temps, c'est une cérémonie où le président de la République vient, fait un discours, le cercueil est là recouvert du drapeau du pays. Ce serait beau, un cercueil recouvert du drapeau du Québec. Et la famille qui veut une organisation, une cérémonie religieuse, l'organise elle-même, paye elle-même pour. Donc, on dissocie complètement l'État et la religion, ce qui est, tiens, la définition exacte de la laïcité. Ouais. C'est très français, ça. Moi, dans le livre, je le dis, les Français sont de même aussi. On dirait que quand tu as une société de type français, tu fais des révolutions plus ou moins tranquilles, mais tu as tendance à couper exagérément avec le passé, puis tu t'affaiblis. Wow. What are the chances of that happening? Et on termine avec notre microbiologiste Serge Cloutier, qui sort de la biologie complètement pour sa dernière de la saison, avec qui on parle du 80e anniversaire du débarquement de Normandie qui a eu lieu le 6 juin 1944. C'est capoté pareil quand on y pense. Puis, tu sais, je veux juste mettre l'image rapidement, parce que, tu sais, en gros, bien évidemment, toi puis moi, on n'est pas des historiens militaires ou quoi que ce soit, mais juste montrer un peu... Fait que c'est ça, débarquement le 6 juin 1944 sur différentes têtes de pont, en fait. Il y avait Utah, Omaha, Gold, Juno et Sword. Au Utah et Omaha, bien évidemment, c'était les Américains. Gold et Sword, c'était les Britanniques. Et nous autres, les Canadiens, les Québécois, on était sur Juno, mais on faisait partie des forces britanniques, pareil. Sérieusement, j'ai pas d'autres mots comment le dire. C'est mongol à quel point c'était énorme comme opération. Puis c'était pas garanti de réussir non plus. Puis on sait la quantité de personnes qui sont sacrifiées sur cette plage-là. D'un, ils les attendaient, puis de deux, c'est ça prenait un méchant sacrifice, puis il fallait la faire, la maudite tête de pont, puis ils l'ont fait, mais c'est ça. Il y a beaucoup de sacrifices. Ouais, mais c'est ça, en fait. Ouais, non, c'est ça. C'est genre, la campagne militaire la plus marquante de la Deuxième Guerre mondiale, c'est le début de la libération du continent européen. Il y a eu d'autres débarquements avant. Il y a eu un débarquement en Afrique en 42, 43, puis il y a eu l'Italie. Oui, puis il y a eu, je pense, certains pays scandinaves aussi, je pense la Norvège, puis la Suède quelques années plus tard. En tout cas, il y a eu des mini-versions de jamais aussi gros que la Normandie. Là. C'est ça, il y avait eu des opérations de commando, genre en Norvège. Il y avait aussi le débarquement, en tout cas l'opération ratée à Dieppe aussi avant ça. Puis ça, tu disais, ils les attendaient, oui puis non. En fait, pour ceux qui sont VIP, Yann et Frank, j'ai écrit un texte la semaine passée, je pense qu'il a été publié lundi, justement, qui parlait un peu des dessous du débarquement, puis toutes les ruses, les tromperies, les manigances que les Alliés ont faites, justement, genre faire croire qu'ils allaient débarquer ailleurs. C'est ça aussi qu'il a fait, c'est que, tu sais, un débarquement en Normandie, mais les Allemands étaient convaincus qu'ils allaient débarquer au Pas-de-Calais, ce qui est le point le plus près de la Grande-Bretagne. Puis, tu sais, c'est assez débile, une fausse armée, il y avait des affaires. Alors, je disais qu'ils attendaient dans le sens que, tu sais, c'était quand même préparé, là, tu sais, ils avaient mis justement les bunkers tout le long de la plage, fait qu'ils étaient pas caves, ils savaient que ça allait arriver à un moment donné, mais justement, ils n'étaient pas certains si ça allait se passer vraiment en Normandie ou, comme tu le dis, au Pas-de-Calais ou ailleurs. Là. Non, c'est ça, il était prêt parce qu'il avait barricadé, il avait mis des bunkers, puis des mines, puis des
plein de trucs d'antidébarquement tout le long de la côte française. Tout, là, ouais, non, c'est ça. Puis quand même, il y a eu un peu un élément de chance là-dedans. Je veux dire, ils ont comme bien manœuvré, puis c'est bien trompé les Allemands. Mais par exemple, le 6 juin, le commandant en chef, en tout cas de la Normandie, qui était Rommel, qui était un des plus grands généraux allemands, lui, il était retourné en Allemagne parce que c'était la fête à sa femme. Lui, il n'était pas là. Parce lui, c'était le renard, on l'appelait le renard du désert, Rommel. Le renard du désert, c'est ça. Le Desert Fox, parce que c'est lui qui gérait la campagne africaine des Allemands avant qu'ils se fassent coucher back justement de l'Afrique. C'est ça. Puis lui, il était parti, mais lui, il n'y a aucune chance qu'il débarque. En fait, quand tu connais un peu, parce que moi, je suis un peu maniaque de cette période-là, là, ça fait à peu près 15-20 ans là, que je lis plein de livres, puis je regarde après tout ce qui est documentaire sur le sujet. Tu as 2 généraux alliés qui sont assez connus, qui est Montgomery, qui est le général britannique, puis qui est Patton, qui était un des généraux un peu bouillants des Américains. Ouais, c'est lui qui avait toujours le casque de soldat sur la tête. Là, c'est ça. Puis il était un peu caricaturé au fil de l'histoire, Patton, un peu. Il était un peu, je sais pas, du peu que je connais de lui, disons qu'il a l'air d'avoir une image moins glorifiante que, par exemple, MacArthur ou Eisenhower, mettons. Là. Il était plus tête brûlée un peu plus, là, même pour un général. Là. Non, c'est ça. Puis lui, il avait été réprimandé par l'armée américaine, justement. En plus, il avait vraiment tapé des soldats, là, mais tu sais, j'avais ridiculisé, puis il y avait vraiment des soldats, genre, j'ai mes nerfs, tu sais, genre, j'ai un problème nerveux, je peux pas aller au front. Puis non, attention de là, retourne au front, puis ça part rapport à tes nerfs, là, tu sais. C'est ça, Patton, il l'avait mis comme le chef de la fausse armée, c'est pour ça que les Allemands pensaient qu'elle débarquait au Pas-de-Calais, parce que c'était le plus bouillant, c'est le plus genre... c'est le plus proche de la côte britannique puis de la France, c'est ça. Puis Montgomery, c'est ça, c'est le général Pepper, que lui, il faut qu'il y ait 25 fois les forces puis le bombardement avant de faire de quoi. Fait qu'il dit, il y a no chance in hell qu'ils vont débarquer là. Puis quand ils ont débarqué, c'est ça, qu'ils pensaient qu'il y avait une autre opération dans le Nord, et qu'ils n'ont pas déplacé certaines unités. Hitler, il dormait, il ne voulait pas le réveiller. Fait que, c'est comme une comédie d'erreur un peu, là. Fait que ça s'est fait qu'ils ont aidé. Mais c'est ça, ce qui me frappe, c'est qu'on est 80 ans plus tard. Je dis, ces gens-là, parce que moi, j'ai visité la Normandie il y a plusieurs années. Je veux dire, je suis allé sur la plage Juno, je suis allé aussi à la Pointe du Hoc. La Pointe du Hoc, ça, c'était une espèce de falaise entre les 2 plages américaines. Parce que des troupes qui ont escaladé la falaise, je suis allé là. Oui, c'est ça, parce qu'on pense justement que, un peu comme on a vu dans le film, que c'est juste la belle plage, puis une petite butte, puis tu montes. Mais oui, ça l'était pour plusieurs plages, mais une des plages américaines, c'était vraiment de hautes falaises. Fait qu'il fallait quasiment monter avec des cordes. C'était pas été de tout repos là, pour beaucoup de monde. Là. C'est ça, puis tu vois encore, quand je suis allé, ça fait peut-être 15 ans que je suis allé, là, mais tu vois encore tous les trous de cratères. C'est impressionnant. Puis j'ai visité le cimetière canadien aussi, puis c'est là comme, my God, tu regardes toutes les centaines, les milliers de tombes, tu regardes 18 ans, 19 ans, 20 ans, 18 ans, c'est comme genre, ces gens-là sont partis, genre, à la guerre, entraînés comme ils pouvaient, ils savaient pas trop qu'est-ce qu'ils allaient affronter, puis ils ont libéré, genre, le continent au complet contre de la tyrannie probablement suprême. Puis là, aujourd'hui, genre, 80 ans plus tard, faut que le gouvernement gère tes temps d'écran, faut qu'il te force à être vacciné, tu veux pas vacciner, là, il faudrait plus que tu conduises ton auto. C'est comme vraiment, mais qu'est-ce qui s'est passé en 80 ans, pour autant, genre, avoir, puis là, on parle de liberté tout le temps, au lieu de parler de liberté, on massacre ce mot-là, vraiment un des plus beaux mots dans la langue française, parce que vraiment, qu'est-ce qui s'est passé en 80 ans pour que ça change à ce point-là? Un des monuments également, avant qu'on poursuive là-dessus, qui ont inauguré il y a plusieurs années, c'est pour ceux qui ont écouté la série Frères d'armes, qui racontait l'histoire de la Easy Company, c'était pas des personnages fictifs, c'était des vraies personnes. Il y avait le Major Dick Winters, Richard D. Winters, puis ils ont inauguré une statue justement en Normandie à son honneur. Je vais juste retrouver, pour présenter l'image un peu. Là. Vous le voyez pas mal un peu, là, c'est vraiment une statue de lui, justement, quand lui a fait le débarquement de Normandie. Lui, c'est un aéroporté, donc il a été parachuté au-delà des lignes ennemies. Puis, en tout cas, il avait pris des batteries allemandes qui, justement, tiraient sur les soldats de la Normandie qui, eux autres, débarquaient. Fait que c'est capoté toutes les célébrations qu'il y a, puis à quel point, justement, là, les gens sont honorés par rapport au sacrifice qu'ils ont fait ce jour-là. C'est assez badass, quand même. Oui, c'est ça. Puis, si vous n'avez pas écouté la série Frères d'armes ou Band of Brothers en anglais, je dis, c'est tout simplement excellent, cette série-là. C'est tout pour cette saison. Merci beaucoup d'avoir été là depuis le tout premier épisode du show du vendredi. J'espère vous revoir cet automne. Sinon également, sachez qu'il est en toute liberté. Si vous voulez continuer à les réécouter, sont disponibles sur le YouTube et le Spotify de Yann et Frank. Et si vous voulez avoir davantage de contenu exclusif, abonnez-vous au patreon.com/isénéchal. Bon week-end tout le monde et bon été.